To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa, easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Ça ressemble beaucoup à ma vue sans lunettes. C'est par là, roule. Les lignes sont floues, mais ça a l'air d'être dans cette direction. C'est un peu pareil pour l'argent. J'y vais en me disant, bon, je sais qu'à peu près là, je voudrais m'acheter une maison qui coûte 500 000 euros. Il va me falloir 500 000 euros l'année prochaine. Je vais bien trouver un truc pour ramener 500 000, quoi. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est aussi cool que ça. Ouais. Je sais que ça fait mal de l'entendre quand on n'est pas prêt à l'entendre. C'est chiant. Comment j'ai enlevé la friction? Mais je crois qu'il n'y en a jamais eu, en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Putain, ah d'accord. Ah ouais, ok. Non, ce que Ludivine vient de me dire juste avant. Ah. Attends, viens, on pose une intention avant d'enregistrer. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On pose toujours une intention avant de créer quelque chose. Quelle est l'intention de ce qu'on fait là? C'est de parler de ton rapport à l'argent. Ah, c'est tout. C'est déjà, tu vas voir, je crois que ça va être bien. D'accord, super. J'ai une intention plus large, vas-y. C'est quoi ton intention plus large? Vas-y, n'hésite pas à me la partager, je prends. Je sais pas, je me dis toujours que si on fait ça, c'est pour partager des expériences, ouvrir des autorisations, faire du bien au monde, et toujours de plus en plus large. Ma ligne édito de vie, quoi, en gros. Oui, mais c'est ça l'intention, c'est bien des fois de se la rappeler au début. Ah, mais moi je l'ai. Okay. Mais si t'as besoin de te la rappeler, avec grand plaisir. Mais moi, je sais où je vais. Super. Déjà, ça, je vais couper. Je te prends donc que ma main, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Voilà, viens, on y va ensemble. Tu vois l'idée ou pas? Ok. On commence du coup? Non, on a déjà commencé. Ah merde. Ludivine Aubourg. Ton nom, c'est Aubourg. Oui. J'ai un mal fou à décrire ce que tu fais dans la vie. Oh non. C'est important pour les gens qui te connaissent pas. D'accord. Déjà, excuse-moi, mais t'as hâte Ludivine. Rien que ça vient te poser là, tu vois. Pourtant, c'était simple. Je l'ai acheté. C'est vrai? Ouais, j'ai proposé 500 balles à la meuf qui l'avait et je l'ai acheté. Ça y est, direct on rentre dans le sujet de l'argent. Bien sûr. Tu voulais ton hâte Ludivine? Oui. T'as dit ok, let's go. Exactement. Tu as proposé 500 balles. Exactement. Boum. Elle a dit oui tout de suite, ça s'est fait en 1 seconde. Incroyable. C'était il y a longtemps. Hein. Oui, je sais. Je pense qu'aujourd'hui ça vaut beaucoup plus, mais à l'époque... Quel petit génie. Donc... C'était pas si compliqué. Si, mais si, parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui restent avec des underscores foireux. Alors, pour la petite anecdote, j'avais
le compte, tous les comptes Ludivine au bourg Ludivine avaient déjà été pris par des gens qui avaient créé des comptes Instagram avant moi, sur moi, parce que je voulais pas être sur Instagram. Ça m'intéressait pas, et donc des gens se sont fait passer pour moi. Donc je pouvais pas récupérer mon nom, mon prénom. Et comment les gens savaient qui tu étais? Parce que tu vois, tu dis ça en passant. Parce qu'à l'époque, j'étais chanteuse et que j'étais passée à la télévision dans l'émission The Voice. Excusez-moi, la meuf a fait The Voice. C'est pas... Il est venu le temps des... Non, je vais pas vous chanter là, mais ça me donne tout de suite envie de chanter. Tu fais ça bien, tu devrais, je peux te pistonner si tu veux. Pour faire The Voice. Ça part direct en podcast. Pardon. Donc ouais, t'as un parcours génial, t'as fait plein de choses dans la vie, mais c'est vrai qu'à la base, t'es chanteuse. Musicienne, chanteuse. Chanteuse. Et en fait, t'es depuis quelques années, comment on pourrait dire, t'es genre influenceuse beauté, créatrice de contenu autour de la beauté. Ouais, exactement. Ça t'a amené à passer sur M6. À devenir présentatrice d'une émission de relooking, exactement. Tout d'un fait. En tant qu'experte beauté. En tant qu'experte beauté, tout à fait, tu maquillais les gens qui venaient se faire relooker. Voilà, mais pas que. Mais pas que. Parce que je fais la psychologie aussi. Oui. Parce que forcément, derrière le maquillage, il y a aussi l'âme. Non, je dirais plutôt la confiance en soi. En fait, c'est parti de là d'ailleurs, cette nouvelle reconversion. C'est que pendant des années où je me suis maquillée face caméra pour montrer comment devenir, on va dire, comment s'upgrader la face. Très souvent, les questions qui arrivaient à moi, c'était pas genre comment bien appliquer mon rouge à lèvres, c'est comment bien appliquer mon rouge à lèvres pour me sentir dans ma confiance, pour avoir confiance en moi. Comment mettre un liner pour être une femme fatale. Tu vois, c'est jamais genre comment... Enfin, c'est super intéressant comment faire un liner, mais comment faire un liner pour avoir un regard de braise. Comment... voilà, c'était plutôt comment avoir confiance en moi systématiquement, la question. Ok. Tu gagnes des sous, tu payes tes factures grâce à cette facette, à cet aspect-là de ton métier. De maquillage ? Oui. Non. Ah, ok. On se terminait ça. Moi, je savais même pas. Et ben voilà. On va en parler alors. Ok. T'as aussi été voix off. Je suis toujours. Tu l'es toujours, incroyable, je ne savais pas. Ouais. Comme tu vois, j'ai très bien préparé. Et en gros, c'est toi qui fais toutes les pubs des voix de toutes les pubs qu'on connaît, quoi. Alors pas toutes, mais pas mal. On a eu pas mal. Ça dépend des périodes, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est beaucoup. Waouh. Voilà. Ludivine, donc, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Christian Junot. Oui. Pour les gens qui savent, qui écoutent Histoire d'argent depuis longtemps, ils savent. C'est-à-dire que Christian, c'est le premier invité. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Christian fait à peu près ce que j'ai envie de faire. Enfin, il explique beaucoup mieux que moi ce que j'avais envie de faire au départ de ce podcast. C'était parler de la psychologie de l'argent et parler du rapport qu'on a à l'argent, mais d'un point de vue psychologique. Et Christian m'a dit, il faut que tu ailles interviewer Ludivine. Elle est super. Et ma première réaction a été, c'est pourquoi faire. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Elle est dédaigneuse. Oui. Je vais pas passer dans un petit podcast de merde. Non, c'est pas vrai. Je t'ai dit, je suis pas sûre d'avoir grand chose de croustillant à t'apporter, mais si Christian a dit que c'était ok, alors on y va. Pourquoi tu penses que t'as pas grand chose de croustillant à raconter ? Parce que je viens de travailler 1 an avec Christian en tant que spécialiste de la relation à l'argent, et que là où je me croyais un peu différente, finalement, je m'aperçois que j'ai tout autant de projections sur l'argent que les autres, quoi. En quoi tu te croyais différente ? Bah déjà, je suis partie vivre aux États-Unis il y a quelques années, justement parce que je me sentais beaucoup plus proche de cette liberté de parler de l'argent qu'on a là-bas que celle d'en avoir honte ici en France. C'était l'une des raisons ? Ça faisait partie des raisons, mais ça s'associe au succès et à l'ambition. Je trouve que bien souvent en France, le succès, l'ambition et l'argent sont 3 sujets un peu honteux. Avoir de l'ambition, avoir du succès et avoir de l'argent, il faut pas le montrer, il faut pas en parler, il faut pas en vouloir. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, puisqu'à l'époque j'ai fait un tour du monde en me disant je veux trouver l'endroit où je me sens chez moi. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, et notamment sur la côte californienne, j'ai découvert un monde où les gens t'encouragent et te félicitent sur les sujets de l'ambition, de l'argent et du succès, au lieu de te regarder de haut, te jalouser ou essayer de t'amoindrir de ce point de vue, ce qui est un truc que je ressens très souvent en France. Ok. Et
Pourquoi t'es revenu en France de cette là? Parce qu'il y a eu le Covid. Alors que tu serais toujours là-bas en vrai? C'est possible, ouais, j'étais partie pour rester là-bas à la base, ouais. Ok. Et puis les événements. Après, c'est pas la seule raison. Il y a pas pour moi, j'ai pas trouvé un endroit où je me suis dit, c'est là, c'est chez moi, c'est full parfait, il y a tout qui me convient. Et il y a d'autres défauts enfin, pour moi, hein, c'est pas des défauts, mais en tout cas, il y a des choses qui me correspondent moins pour moi là-bas et j'ai pu l'expérimenter pendant 2 ans. Néanmoins, ce truc me manque beaucoup. Tu sais, je dis toujours à Paris, tu te lèves un matin, t'es de bonne humeur, tu prends le métro, t'es au bout de ta vie, quoi. En 5 minutes, ça y est, l'énergie, elle t'a mis super down. Aux États-Unis, tu sors de chez toi, t'es en dépression, ta mère, elle vient de mourir. En 3 minutes dans la rue, il y a 10 personnes qui t'ont remonté le moral, quoi. Mais vraiment? Ou oui. C'est un cliché? Ah non, ça c'est pas un cliché. Tu sors dans la rue, les gens te parlent. J'adore ton chapeau. I love your hat. You look so beautiful. Yeah, keep going. Et toujours, les gens sont toujours comme ça. C'est très en surface, c'est vrai. Oui. Mais Ce par que contre, j'allais te dire, c'est que c'est quand même un bon début, quoi. C'était que toutes tes journées elles commencent comme ça. Les meufs, les mecs, sans te draguer, viennent te dire que t'es jolie, que tu déchires, que machin. C'est incroyable cette espèce de positivité de base. effectivement, comme tu dis, pour moi, il y a un truc très en surface. Pour avoir vécu quelques amitiés américaines, c'est très social. Ouais. Et une fois que c'est vachement plus dur de rentrer en connexion avec eux, en revanche. Oui. Et ça, c'est un truc qui te frustrait à l'époque ou pas? Rien à voir avec l'argent, hein, mais. À quelle époque? Bah, quand ils vivaient. Oui, à la fin, oui. Ouais. Beaucoup. Ok. Bienvenue en France, donc. Welcome Bienvenue back. en Corse. Oui, parce on n'a pas situé le contexte. Bienvenue en Corse, Je d'ailleurs, qui n'est presque pas la France. Tu sais, ici, c'est notre île. La meuf est devenue chauvine. Ok. Bienvenue en Corse. Je suis dans ton jardin parce que tu m'as convié à venir pour qu'on fasse cet épisode. D'ailleurs, vous entendrez peut-être du bruit autour. Hein. C'est Ouais, que y a c'est ça la vraie vie. Il y a des travaux, il y a des machins, il y a du vent peut-être dans les micros, etc. Comme ça, vous savez. Qu'est-ce qui t'a incité à venir travailler ton rapport à l'argent avec Christian à l'époque? Je me suis toujours sentie un petit peu à part dans mon rapport avec l'argent. Ouais. À part, on va dire, les gens en général. Et j'ai rencontré Christian pendant mon cursus de coaching à HEC. Il est venu faire une demi-journée de cours. T'es coach désormais. Ouais, je suis coach. Spoiler. Exécutif coach. Et en fait, Christian est venu donner cours une demi-journée. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai fait 2 écoles de coaching en même temps. Vraiment en même temps, ce qui est un petit peu bold, mais bon, je regrette pas. J'ai failli pas aller au bout tellement c'était dur, mais finalement j'y suis arrivée. Et une semaine avant d'aller en cours à HEC, j'étais en cours dans mon autre école. Et j'ai un prof que j'adore qui s'appelle Clément Bergon dans cette école et qui dit: vous devriez tous acheter ce livre qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous. Et comme j'adore Clément, j'ai tout de suite commandé le bouquin. Je l'ai mis dans mon sac, je suis partie à HEC avec. Il faut que tu saches que moi je suis une très bonne élève. Quand j'arrivais à HEC, je savais jamais quel cours on avait. Parce que je venais le matin et puis on avait un intervenant, j'avais pas regardé le programme en amont, quoi. Et ce matin-là, j'arrive, j'ai son livre dans mon sac et il dit: bonjour, je m'appelle Christian Junot. Bon, moi je suis pas bien réveillée, je me dis: putain, c'est marrant ce nom, ça me dit quelque chose. J'ai écrit le livre Ce que l'argent dit de vous et quand je pense que je l'ai dit à moi, j'ai fait: oh putain, je l'ai acheté la semaine dernière, comme ça j'ai dû dire ça. Donc c'était assez tu vois, c'était une synchronicité assez forte déjà pour que je me pose des questions. Ensuite il y a eu on fait à HEC ce qu'on appelle une inclusion tous les matins avec des citations. Et il y avait une citation qui disait: l'argent c'est marrant, c'est le seul truc quand on l'appelle il vient pas. Et tout le monde donnait son avis là-dessus et tout le monde disait: bah oui, c'est vrai, si il venait comme ça, c'est sûr, ça se saurait. Et moi j'étais pas du tout d'accord. C'est-à-dire que dans toute ma vie, à chaque fois que j'ai eu besoin d'argent, je l'ai appelé et la somme pile poil est tombée, ou voire plus, mais et donc je disais: bah moi j'ai pas cette sensation, j'ai de la chance avec l'argent et j'ai toujours trouvé que l'argent tombait au bon moment et la bonne somme en plus pour les projets. Alors évidemment tout le monde n'était pas trop d'accord avec moi, d'ailleurs même la majorité n'était pas d'accord avec moi. Ça a commencé à gueuler dans la classe: ouais, bah on veut bien que tu nous expliques comment tu fais puisque tu as la solution. Et ensuite et je trouvais ça hyper cool. J'étais hyper à l'aise, je me disais: ouais, on va parler d'argent, j'adore parler d'argent. Enfin, moi, je suis à l'aise avec ce sujet, y a pas de... Voilà. Et Christian est venu avec ce qu'il fait d'habitude. Donc, on a fait mon histoire avec l'argent.
Et quand j'ai fini de remplir ce truc-là, comme il a vu que j'étais très volontaire de discuter d'argent, j'avais aucun problème. Je remets un peu de contexte, mais mon histoire avec l'argent, c'est un questionnaire qui se trouve dans le bouquin où il. Ah oui, c'est vrai, il est dans le livre aussi. Il pose beaucoup de questions sur ton rapport avec l'argent, mais sur tous des domaines de vie, quoi. Ouais, et sur ta famille aussi, sur tes ancêtres. Et à l'issue de ce questionnaire, où je me suis quand même dit c'est marrant, tiens, ça me pousse à chercher des réponses un peu bold. Enfin, je sais pas comment te dire, quand on te dit tu vas devoir parler de ta famille, de ton histoire, etc., tu te dis bah oui, ok, c'est bon, je l'ai. Mais quand tu réponds vraiment aux questions, tu fais c'est marrant, tiens, ça j'étais pas sûre de l'avoir, et puis ça en fait, est-ce que je me raconte la bonne histoire, et puis c'est marrant, ma grand-mère m'avait raconté, enfin déjà ça venait un peu bousculer des trucs. Et là où vraiment je suis tombée de haut, c'est quand Christian est venu presque raconter ma vie, ou les endroits où je pouvais avoir des challenges de vie juste en ayant répondu à ce challenge. Et je me suis dit, ok, donc en fait, on n'est pas en train de parler de relation à l'argent du tout. La relation à l'argent, c'est qu'une porte sur bien plus deep que ça. Et je me suis rendu compte dans cette matinée de cours que ma relation à l'argent je vais y arriver. Ce qui découlait de ma relation à l'argent, c'était tous mes choix de vie. Le lieu où j'habitais, les mecs que je choisissais dans ma vie, comment je me déplace, quel transport j'utilise, ma façon de payer au restaurant. Tout, en fait, tout avait un sens, quoi. Et ça m'a vraiment... Mon cerveau, il a fait... Donc on a fait tout ça toute cette matinée, et le midi il déjeunait avec nous à la cantine, et je me rappelle que j'ai poussé tout le monde pour avoir une place à sa table. Et j'étais là, Christian, il y a moyen de se revoir, comment ça se passe? Et il a été un peu, c'est marrant, il était un peu, oui peut-être, je sais pas, faut voir. Il y a un entretien à passer pour travailler avec moi, etc. Tu sais, il était assez distant, quoi. Mesuré. Il est suisse, hein. Disons-le que Christian est chaleureux, mais c'est une force tranquille. Il faut rentrer dans le cercle. C'est ça. Christian était... Je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de prendre la décision de t'intégrer à son groupe, et puis il a créé une forme de désirabilité en faisant ça, parce que je me suis dit non, attends, je comprends pas. Oui. Pourquoi il me dit peut-être? Lui il me dit non, il va voir. Et puis après, en fait, je l'ai pas lâché. Ok. Je pense que je lui ai envoyé un mail tous les jours pendant un mois. J'exagère, mais je sais que c'est moi qui l'ai relancé. Et puis il m'a fait passer un entretien. Tu connais. Ouais. Et il m'a dit vous êtes admise pour venir dans cette formation de spécialiste de la relation à l'argent. T'as fait ça pendant 1 an, c'est ça? Ouais, ça fait un peu plus d'1 an, ouais. T'as couplé ça avec ton job, ta formation de coach, pour le coup. Exactement. Ok. Bon, donc, a priori, t'es experte. Tout à fait. On va pouvoir y aller. C'est tamponné, c'est validé. Mais je trouvais que c'était un bon complément, en fait. Moi, je suis executive coach, donc ma formation, c'est d'aider les hauts dirigeants d'entreprise. Qui peut le plus, peut le moins. J'aime aussi beaucoup... j'ai une autre spécificité qui est celle des neurosciences et des entrepreneurs. Donc, de coacher des entrepreneurs et des entrepreneuses, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup coacher des femmes. Et je trouvais que la relation à l'argent, c'était vraiment hyper complémentaire. Puisque quand tu es entrepreneur... Tu teléfono viejo o roto puede hacerte quedar mal. Genial. Pero en Verizon puedes intercambiar cualquier teléfono viejo de nuestras mejores marcas. Aprovecha al máximo y llévate el increíble iPhone 16 Pro con una línea nueva en My Plan. Ahora en nuestros planes más bajos. Además, un iPad y un Apple Watch Series 10. Es como 3 regalos inesperados y los puedes obtener con cualquier plan. Visita tu tienda Verizon hoy. Se aplican términos adicionales. El Apple Watch y el iPad requieren un plan de servicio. The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan.
tu t'abordes plus l'argent de la même façon que le spectre, gagner sa vie, dépenser ses sous, partir en vacances, gagner sa vie, partir en vacances et dépenser ses sous dans un aspirateur. Est-ce qu'on l'entend, tu crois ? On l'entend. Ah mince, tu veux Bah non, vas-y, viens, on continue. On continue avec l'aspirateur ? Ouais. Ok, c'est un podcast avec l'aspirateur. Ah oui, voilà. À un moment donné où on va pas non plus se faire chier. Et du coup, j'ai intégré on va dire le Peter Koenig System, qui est ce qu'on travaille avec Christian Junod, à mes coachings généraux. Et je propose aussi du coaching uniquement basé sur la relation à l'argent. Ok. Il y a 2 questions que je pose au début du podcast à tous mes invités. La première, tu la connais, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ? Liberté, indépendance. Simple. C'est mes 2 projections. Ouais. Mais donc, quand tu dis liberté, indépendance, ça veut dire quoi pour toi ? Bah, ça veut dire pour moi que toute ma vie, je me suis dit qu'il fallait dépendre de personne et être autonome. Okay. Donc pour ça, qu'il fallait que je gagne suffisamment d'argent pour avoir un toit, remplir mon frigo, etc. C'est ça depuis que t'es enfant ? Ouais, depuis toute petite. Okay. Ouais. Depuis toute petite. Est-ce que tu as la sensation que d'avoir travaillé sur ton rapport et sur ta relation à l'argent depuis 1 an et quelques, ça t'a aidé à faire un peu pivoter ou à changer ces projections que tu as justement sur l'argent ? Ouais, ça les a changés parce que du coup, il y a 3 mouvements dans le concept de Christian. Il y a écureuil, c'est les gens qui économisent. Il y a repousseur, saboteur, c'est les gens chez qui l'argent malheureusement fuit. Et puis il y a montagne russe. Et moi, j'ai un profil écureuil puisque j'économise plus que ce que je dépense. Et en fait, le truc, c'est que je dépense pas l'argent que j'économise. Il est à la banque et voilà. Et il s'avère que j'ai travaillé sur ma relation à l'argent avec Christian en même temps qu'on a eu une espèce d'inflation de ouf en France, 2022-2023, et où tout le monde te dit, faut pas laisser l'argent en banque. Et en fait, on travaille avec Christian sur la relation à l'argent et aussi sur la notion d'endettement et d'emprunt. Et ça m'a vraiment fait me détendre par rapport à l'idée d'avoir beaucoup d'argent à la banque qui sert à rien. Et ça m'a permis d'investir et de dépenser. De te détendre dans le sens où justement de l'investir, c'est ça, de ne pas le garder ? Ouais, c'est ça, okay. Exactement. D'accord. La deuxième question que je pose, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent ? Ou l'un de tes premiers souvenirs ? Je savais que tu allais poser cette question et j'ai pas anticipé la réponse, c'est fou. Mon premier souvenir d'enfance lié à l'argent, c'est mon père qui vend la robe de mariée de ma mère pour avoir de la thune. Ça m'avait choqué, je pense. T'avais quel âge ? 7 ans. C'est au moment où ils se sont séparés. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Je pense que le divorce, ça les a... Je pensais que le divorce, ça avait en tout cas mis mon père dans une situation financière compliquée, puisque je vivais avec lui à ce moment-là. Et en fait, j'avais une cousine dont les parents étaient aisés, qui avait 2 ans de plus que moi, et ils avaient compris qu'on était dans le besoin. Donc, tous les 3 mois, on recevait un colis avec les vêtements qu'elle pouvait plus mettre parce qu'elle était trop grande, et les jouets qu'elle utilisait plus, ce qui me permettait d'avoir des jouets auxquels j'avais pas accès d'habitude, comme, je me rappelle, j'avais eu le château des petits poneys, le van de Barbie. Et en fait, quand les trucs arrivaient, mon père les revendait directement. J'avais même pas le temps de jouer avec, genre j'étais super contente, mais en fait il mettait une annonce et ça partait direct. Et en fait on était donc obligés de revendre ça pour subvenir à nos besoins, et on mangeait au resto du cœur parce qu'on n'avait pas de quoi acheter à manger. C'est ça mes premiers souvenirs avec l'argent. Ok, donc du manque. Ouais, une pauvreté accrue. Ouais. En quoi t'as la sensation que ce souvenir, et j'imagine qu'il s'est un peu perpétué dans le temps. Est-ce que ça s'est perpétué dans le temps déjà ? Pas sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'on a continué de vivre dans cette... Oui, pendant 4 ans. Ok. Est-ce que tu as la sensation que ça t'a forgé dans ton envie d'aller gagner de l'argent ? Alors, j'étais trop petite pour avoir une vision aussi claire de ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que j'étais malheureuse pour d'autres raisons, pas que à cause de ça. Et j'avais cette conscience très claire dès l'âge de 7-8 ans que c'était
enfin que mon père en tout cas il faisait pas comme il fallait et que le jour où j'aurais l'âge de la majorité et l'âge d'avoir ma vie en main, ça se passerait pas comme ça. Pour toi. Pour moi, ouais. J'avais cette espèce de conviction enfant que le bonheur et la façon de vivre, c'est un truc qui se crée, c'est pas un truc qui se subit. Et que je subissais cette vision, ou en tout cas que je subissais cette façon de vivre que nous offrait mon père. Et je savais que je ferais pas comme ça. Je savais pas comment, mais je m'étais dit, bah non, en fait, ça c'est non. Toi, on n'avait pas de sapin à Noël. Je m'étais toujours dit, mais la première chose que je fais le jour où j'ai mon premier appart, c'est de foutre un sapin à Noël. Et mon premier appart que j'ai eu, je l'ai eu beaucoup plus tôt que prévu, j'avais 16 ans. Et j'ai mis le sapin, j'ai emménagé un 31 décembre, Noël était passé, et j'ai quand même acheté un sapin. Parce que je me suis dit, j'avais dit que, et là, c'était il y a une semaine, mais c'était un goal, quoi. Tu vois, il y avait des trucs comme ça, enfant, où je m'étais dit ça se passera pas comme ça quand ce sera chez moi, quoi. Ok. Comment t'as évolué, justement? Pourquoi tu t'es retrouvée à 16 ans toute seule? C'est pas anodin. Tu peux pas me dire ça et que je ne saisis pas cette perche, si je puis me permettre. Mon contexte familial, malheureusement, était dangereux pour moi. Donc j'ai sauvé ma peau et je me suis cassée. J'avais pas envie de partir, mais j'ai pas pu faire autrement. J'ai pas eu le choix. Le rôle de l'argent dans tout ça? Le rôle de l'argent dans tout ça, c'est qu'il fallait, à 16 ans, fallait être autonome financièrement alors que j'étais au lycée et que je voulais avoir mon bac. Donc il n'était pas question pour moi de m'arrêter d'aller à l'école et d'arrêter de m'instruire par instinct de survie. Donc je faisais de la musique et donc ce que je faisais, c'est que je chantais dans les bals et dans les piano-bars. Et je gagnais ma vie comme ça, tout en allant à l'école le jour. Donc je travaillais la nuit et j'allais à l'école le jour. J'étais un peu fatiguée, mais finalement, si tu regardes un peu ma vie aujourd'hui, c'est marrant, ça y ressemble encore beaucoup. J'étudie le jour, je travaille la nuit, ou l'inverse, peu importe, mais j'ai pas trop arrêté de faire comme ça, c'est drôle. Ok. Tu gagnais beaucoup d'argent? Non, à l'époque, entre 16 et 20 et quelques, je pense que je gagnais juste de quoi vivre, quoi. Juste de quoi payer mon loyer, m'acheter à manger, et voilà, c'est tout. Ok. C'était suffisant. Ok. Et à quel moment tu t'es dit, en fait là maintenant ça suffit, je veux gagner de l'argent? Je me suis jamais dit ça. Ah ouais? Non. Ok. C'est toi qui disais en fait l'argent il vient? C'est probablement parce que je me suis jamais dit, je veux gagner de l'argent. Ok. C'est parce qu'en fait, j'ai toujours considéré... Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était de jamais avoir à flipper pour payer mon loyer et comparer les prix au supermarché. C'est deux trucs deux trucs de l'enfance que je voulais plus revivre, quoi. Et que t'as encore aujourd'hui? Oui, mais du coup, je me suis créé une vie où la question se pose pas. Ouais. C'était un peu un des objectifs, quoi. Oui, mais je veux dire, c'est plus un objectif, c'est puisqu'il est coché, quoi. Enfin, je veux dire, donc... Ok. T'as plus de peur par rapport à ça? Non. Ok. Comment t'as fait? J'ai gagné plein d'argent. Alors non seulement j'ai gagné plein d'argent que j'ai mis de côté, mais en plus je sais que je sais faire de l'argent. Donc même si j'ai plus d'argent de côté, j'ai pas peur de pas refaire plein d'argent. Tu sais que dans l'histoire d'argent, j'ai eu plein de gens qui ont de l'argent et qui se disent, qui continuent à avoir peur. Ouais, La question c'est plutôt comment t'as fait pour éliminer cette peur-là? Parce qu'en fait, tu pourrais très bien être, tu vois, et j'ai reçu des gens qui étaient blindés et qui avaient quand même peur de manquer. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je l'ai pas. La peur de manquer? Bah ouais. Elle est plus là? Sûrement que c'est faux. Ça processe en même temps que je parle, donc comme tu me connais un peu, je sais, je réfléchis à voix haute. Attends, laisse-moi réfléchir. Là, tout de suite, je l'ai pas. En plus, preuve en est parce que je suis dans une période où depuis 6 mois, je rentre plus d'argent, je fais que le dépenser. On va en parler. Je pense que d'avoir travaillé avec Christian, ça a peut-être enlevé les derniers trucs qui me restaient de peur de manquer. Mais je veux dire, comment tu as développé les ressources internes en toi pour éradiquer cette peur ou l'éradiquer totalement? Parce que j'ai l'impression que tu as une telle confiance en ta capacité à
rebondir, qu'en fait, effectivement, elle est peut-être là, cette peur, ou elle a été là, mais tu l'as mise tellement à l'épreuve. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Comprends que je sais chanter, je suis capable d'aller faire le chapeau dans la rue, quoi. Ouais. Je m'en fous. Tu me fous dans le métro avec même sans micro, si j'ai besoin de thunes, je peux faire ça. Ah, oui, t'es prête à... Ah oui, ouais. bien sûr. Bah, c'est surtout qu'en plus, comme ce que je fais, c'est artistique, si tu veux, je trouve qu'il n'y a pas de honte à le faire dans la rue. Tant que tu donnes du bonheur aux gens et qu'en plus, ils donnent une pièce en échange, c'est ok, tu vois. Donc je me dis, au pire, je fais ça. Enfin, je sais pas, je sais pas. C'est une croyance ressource. Autant, je crois, autant nos croyances limitantes peuvent être limitantes. Des putains de pain in the ass, quoi, tu vois. Des trucs qui te flinguent ta vie. Dans les fesses. Qui te flinguent ta vie. Autant je pense que les croyances ressources peuvent être tout aussi stupides. Et celle-là, peut-être qu'elle est stupide, hein, celle de croire que de toute façon l'argent viendra toujours à moi. Mais tu sais quoi ? Je la chéris parce que j'ai tellement de croyances limitantes à côté. Ouais. Laisse-moi mes quelques croyances ressources, tu vois. Je venais pas pour te la challenger à ce point, quoi, tu vois, mais plutôt pour... tu veux la comprendre. Que tu partages, voilà, et que tu partages peut-être aux auditrices, aux auditeurs qui sont plutôt dans un truc de ok, ma vie est bien, mais en fait on sait jamais, parce que je crois qu'il y a ça en fait. J'ai l'impression que toi, le on sait jamais. Alors je pense que c'est la première fois qu'on te le dit ou? Bah ouais, parce que c'est tout flou dans mon cerveau là pendant que tu me poses la question. Je sais que c'est bien la première fois qu'on me pose la question comme ça, donc c'est intéressant. Je pense, si j'analyse le truc, que j'ai fait suffisamment d'argent, c'est-à-dire je sais je sais à quel point je suis capable de faire de l'argent un tarif horaire très élevé, si tu veux, dans plusieurs domaines qui sont des domaines d'expertise pour moi. Donc, je n'ai pas peur et surtout je me suis quand même beaucoup diversifiée, donc j'ai plusieurs métiers à mon actif. Au pire, j'en prends un autre, quoi, tu vois. On va expliquer un petit peu ton parcours, mais tu as été voix off. Ouais. Enfin, tu l'es toujours d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, musicienne. Effectivement, tu es tombée dans l'influence beauté un peu par hasard, on en parlera peut-être après. En fait, ce que je me demande, c'est comment tu as fait. Et souvent, pour moi, ce que je vois dans Histoire d'argent, c'est que les gens qui ont grandi dans un contexte de pauvreté et de difficultés financières, etc., vont reproduire, même s'ils arrivent à s'en sortir financièrement mieux peut-être que leurs parents, et beaucoup mieux que leurs parents, vont reproduire une forme de peur de manquer, et ça va venir les tirer vers le bas et les plomber. J'ai l'impression que toi, c'est un truc que tu as complètement mis de côté, et je me demandais c'était quoi ton process ? Est-ce que tu as eu un déclic ? Est-ce que ça s'est fait petit à petit ? Bref, tu vois. Bah, ce que je voulais, moi, c'était faire de la musique. C'était ça mon point de départ. J'aurais voulu être un artiste. Pardon. C'est faux. Je voulais être artiste et j'étais prête à vraiment à très mal gagner ma vie pour ça. Puis il s'avère qu'en fait, en devenant artiste, en me diversifiant et en étant un peu maligne, c'est-à-dire que je faisais pas que du concert, je faisais pas que de la comédie musicale, je me suis dit je vais faire un peu de tout. Donc j'ai accompagné des artistes en tournée, j'ai accompagné des artistes en studio, j'ai fait de la musique de pub, de la musique de film, de la musique de spectacle, j'ai fait des spectacles, j'ai fait de la revue plume dans le cul et culotte en strass. Enfin, je me suis vraiment diversifiée de ouf en me disant assure tes arrières, on sait jamais, tu vois. Et j'ai bien fait parce qu'en 2008, on a quand même eu une très grosse crise, même j'étais super smart en 2008. Je suis partie faire une école d'ingénieur du son parce que j'ai vu que vraiment on a eu une énorme crise suite les subprimes. Ouais, les subprimes. Et en fait, moi j'étais à Londres en 2004 et j'ai vu l'impact des subprimes sur Londres qui est arrivé à peu près 1 an ou 2 avant la France, et je savais qu'il y avait ce décalage. Et je me suis dit, ça va puer pour nous. 2008, je sens que. Et je me suis inscrite dans une école d'ingénieur du son. Et tu sais, c'était le Pôle emploi qui me finançait et qui me rémunérait pendant ces études. Donc, et la crise s'est arrêtée à la fin de mon école. Je sais pas si t'imagines le pif que j'ai eu, quoi. Je crois que j'ai commencé l'école en octobre. Et en mai, on me proposait une tournée de 60 dates. Donc, c'était la fin de l'école. J'ai fait, nickel. Tu vois, j'ai pas eu de boulot de octobre à mai, mais j'étais à l'école tous les jours. Et c'est cette chance-là sur laquelle je compte aussi. J'avoue que je sais pas si c'est de la chance ou de l'intuition, mais en tout cas, je me suis toujours dit attention à toutes les crises, même si on peut jamais vraiment tout envisager, la preuve le Covid, tu vois. Mais je m'étais plutôt pas mal préparée à ça. Et en fait,
en me préparant comme ça, sans aucune intention, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais hyper bien gagner ma vie dans la musique, alors qu'au départ, c'était pas du tout l'idée, quoi. Ce que j'allais te dire, c'est que j'ai ma fille aînée, elle a 17 ans, et elle a son copain qui est un de ses meilleurs amis qui veut devenir acteur. Et en fait, elle me disait, mais ça y est, il s'apprête à gagner pas beaucoup d'argent, tu vois. Et je lui disais, mais d'où ça sort, en fait, tu vois? Parce qu'effectivement, on a souvent en tête que si t'es artiste, forcément, tu vas galérer. Comment t'as fait, toi, pour... tu t'es dit ça, en fait. Tu t'es dit, OK, je vais partir dans une voie artistique, et en fait, ça va être la galère financière. Ouais, par contre, j'avoue, j'ai un peu enfoncé toutes les portes. C'est-à-dire que je suis arrivée à Paris, j'avais 19 ans. Je savais que je voulais gagner ma vie en faisant ça. Donc, j'ai pris tous les castings de la Terre. Je faisais ça 4 heures tous les matins. J'avais des CD à l'époque, j'avais des photos, et j'envoyais toutes mes maquettes, tout ce que j'avais sur moi, articles de journaux, tout ça, j'avais un espèce de dossier de presse, et j'envoyais. Il y avait pas, on faisait pas ça par mail trop à l'époque, c'était plus par courrier. Et quand il y avait des scènes ouvertes, quand il y avait des bœufs, des cafés où on pouvait jouer avec des musiciens, je me suis dit, je vais me tisser un réseau, et j'ai taffé comme ça pendant 6 mois. Et à côté, je faisais des jobs d'hôtesse. En roller. Je distribuais des tracts dans des supermarchés et tout. Et le soir, j'allais dans les bars où ça jouait, je rencontrais des gens, je chantais, je jouais, et je tissais comme ça. Puis on disait, ah tiens, il y a un casting demain pour chanter avec Johnny Hallyday, vas-y, c'est les choristes, machin. Et en fait, j'ai vraiment créé un réseau de cette façon. Ça m'a pris 6 mois pour en vivre. J'ai mis 6 mois où je faisais des petits jobs, et ensuite, pour payer mes factures. Saint-Christian, bonjour. J'essaie moi-même de changer, donc j'essaie de faire changer aussi mes invités. Et et ça c'est marrant, c'est un truc dont on a déjà parlé en perso, toi et moi, c'est que j'appelle ça pay it forward. C'est 6 mois où j'ai donné de moi gratos dans tous les endroits où j'ai pu aller chanter et jouer de la musique, pour tisser un réseau, pour que les gens sachent qui je suis, pour qu'un jour ils se disent, on va la payer pour faire ce qu'elle vient de faire, parce que c'est quand même chambé. Et très vite, ça a fonctionné, puisque en moins de 6 mois, j'avais suffisamment de travail pour payer mes factures, ouais. C'est un move que tu recommandes, parce qu'il pourrait y avoir aussi ce truc de, en fait, une fois que tu fais un truc gratos, pourquoi quelqu'un te paierait pour le faire en te payant, quoi? To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. I used to think buying foundation online was impossible. How am I supposed to find my shade when I can't even get it right in store? Then I discovered Il Maquillage. I took their AI-powered quiz to find my custom match, and wow, this foundation is literally my skin in a bottle. The undertone and coverage are spot on. It's so neutral and weightless. I can't even tell I'm wearing makeup. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the Power Match quiz now at ilmaquillage.com/quiz. ILMAKIAGE.com/quiz. Alors, instant de réflexion. Pour moi, ça fonctionne. Ouais. C'est un move que je recommande si tu répètes pas le move avec les mêmes personnes tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que si tu offres ton produit ou ton service à la même personne systématiquement, non, effectivement, là, t'es plus gagnant, tu vois. Mais... On peut offrir une fois à 1000 personnes, mais on ne peut pas offrir 1000 fois. C'est ça. Si vous n'avez pas la ref, regardez La Cité de la Peur, les plus jeunes. Ok. Et ça, c'est un truc qui a marché pour toi. Oui, et ça marche encore, ça fonctionne toujours comme ça. Et en fait, l'idée de rentrer et de te mettre à la voix off... Non, ça c'est... Rien à voir. Non, en fait, j'ai toujours été fascinée par le son, je suis musicienne, je suis ingé son. Ça va avec pour moi, et j'ai traîné mes guêtres dans des studios, un peu comme ce que je viens de te dire, comme je suis allée dans des cafés, j'ai aussi traîné dans des studios, j'ai rendu des services, et d'ailleurs ça part d'un service puisque j'ai toujours été fascinée par la voix off toute petite. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet que
mettra un lien. Okay. Je mettrai un lien dans les notes de cet épisode. Super. Afin sur d'aller voir cette comment vidéo. je suis devenue voix off. Et donc j'étais fascinée par c'était l'envers du décor. Donc j'ai mis les mains dedans très jeune. Je suis allée traîner dans des studios. J'ai rendu des services. J'ai fait des voix. J'avais une voix d'adulte très jeune, donc j'ai pu faire des voix off dès l'âge de 14-15 ans. Et quand je suis arrivée à Paris, un jour, un pote, voilà, encore une histoire de contact, de gens avec qui je traînais, qui me dit oui, tu pourrais me rendre service et poser une voix sur une pub. Lui, il faisait de la pub, il faisait du sound design. Tu peux poser une voix sur une pub, s'il te plaît? Et je dis bah bien sûr. Il me dit c'est une maquette, c'est pas payé, c'est vraiment pour me rendre service. Et puis en fait, la prod a entendu ma voix et a dit on adore, on la garde. Et je suis devenue la voix des pubs L'Oréal. Oui, je doublais la voix de Laetitia Casta sur les pubs casting de L'Oréal. Incroyable. Et comme, tu vois, c'est vraiment un truc de fil en aiguille. Parce que je le vaux bien, donc c'est ça. Exactement, parce que je le vaux bien. Et comme dans le monde de la voix off, il y a une espèce de c'est un microcosme, c'est méthode, ouais, ça fonctionne d'une certaine façon, c'est-à-dire que généralement il faut avoir un agent pour travailler. Moi, j'avais pas d'agent et les agents de voix off qui se comptaient au nombre de 2 à l'époque étaient genre tellement intouchables que j'avais envoyé des maquettes mais ils m'avaient jamais répondu. Et là en fait, comme il y avait d'autres pubs qui sont arrivées derrière avec Laetitia Casta, et ben en fait il y avait une autre boîte de prod qui produisait le film qui a dit mais comment on fait pour retrouver la meuf qui avait fait la voix, et ils ont contacté le plus grand agent de Paris. Ils ont dit où est cette meuf, qui est cette meuf, et le plus grand agent de Paris il a dit mais bien sûr que je la connais, je m'en occupe. Mais il savait pas du tout où j'étais. Du coup il m'a trouvée et je me suis retrouvée représentée par lui, et en étant représentée par lui il y a d'autres contrats qui sont arrivés. Beaucoup de contrats. Au début, pas tant que ça. Et puis, parce que comme j'étais souvent en tournée, malheureusement, souvent, quand on me propose un casting, je pouvais pas y aller. Pas là. Et finalement, le jour où j'ai arrêté d'être en tournée, ça s'est vraiment, à ce moment-là, vraiment lancé. Et j'ai encore plein d'anecdotes à ce sujet, mais on va pas partir là-dessus aujourd'hui. Ouais, mais ça t'a permis de gagner de l'argent. Ouais. Beaucoup d'argent. Pas mal. Tu sais qu'on donne des chiffres ici. D'accord. C'est combien, par exemple, un contrat quand tu te dis, ok, je vais faire une voix pour Laetitia Casta. Enfin, alors, Laetitia Casta. C'est pas syndiqué, mais c'est normalement cadré. On n'a pas de syndicat pour les voix off de pub, malheureusement, mais on a une association qui s'appelle Les Voix, ok, et qui travaille en main dans la main avec les producteurs, parce que ça nous permet aussi de maintenir tous les métiers autour de la pub et de la voix, parce qu'aujourd'hui on peut tellement faire tout avec un home studio chez soi qu'on a court-circuité quand même pas mal d'ingénieurs du son qui se sont retrouvés au chômage, etc. Et cette association avait vraiment pour but de maintenir, tu vois, un bon microcosme où tout le monde est gagnant. Viabilité économique. Exactement. Donc on a défini dans cette association des tarifs d'usage. Et je les connais pas par cœur, mais je peux te dire approximativement ce que ça représente. Alors, contrairement au fantasme que tous les gens ont, on n'est pas payé à la diffusion, c'est pas au nombre de diffusions en télé. Incroyable. On est payé à la séance, et on a une cession de droit pour 1 an. Donc, par exemple, pour une pub télé nationale, une séance c'est 381 €, et la cession de droit c'est 381 € de plus, brut. Donc, tu fais un abattement de 25%, je crois, un truc comme ça, et t'as ton salaire. Et faut savoir qu'une séance de studio, c'est censé durer quelques heures, mais si on patauge, ça peut durer une journée complète. Tu peux faire une séance qui restera une maquette et ce sera pas diffusé, donc tu restes à 381 la journée. Je te fais les deux extrêmes. Imagine, tu fais une séance de studio, t'enregistres 15 pubs, ok ? T'es payé 381 € la séance. Si les 15 pubs sont diffusées, t'as 15 fois 381 € de salaire en plus. Okay. Même si, normalement, on fait un petit forfait dans ce genre de cas. Mais si t'es venu et que t'as enregistré, comme ça a déjà été mon cas, 21 pubs. En une journée. Que t'es rincé, que t'as été payé 381 € et qu'à la fin on te dit, il y a une modif, tu peux venir ? Et tu fais, ah non, je suis pas là, je suis en déplacement. Ok, on réenregistre tout avec quelqu'un d'autre. Et tu perds ton truc, t'as été payé, c'est 275 balles, je crois, net, imposable. Pour une journée qui part un peu pas à la poubelle, mais voilà. Donc, et comme on n'a pas des séances tous les jours, normalement, bah, des fois, c'est un peu un manque à gagner assez fort pour un comédien voix off, tu vois.
Après, dans l'autre côté, t'as cette chance-là qui est folle de te dire que t'enregistres ce qu'on appelle un pack shot. Donc il y en a eu un, je sais pas, attends, lequel je peux te donner comme exemple. Tu sais, Garnier, c'est pas un très bon exemple, mais il y a un mec que je connais qui faisait le Garnier, une voix d'homme à la fin. Et lui, en fait, il est payé à chaque fois que sa voix est posée sur une pub, sans même venir. Bah oui, parce qu'il l'a fait une fois. Voilà, exactement. Des fois, il revient faire une modif, mais voilà. Et si tu as la chance d'avoir fait ça pour une marque qui fait beaucoup d'annonces en télé ou en radio, là, pour le coup, là, tu gagnes super bien ta vie. Et je vais te donner un exemple. J'ai fait une fois une pub pour une voiture. Et c'était tellement une campagne gigantesque que je crois qu'il y avait 30 films diffusables. Et c'était des petits films très courts de 10 secondes. Et moi, je faisais le pack shot de ça. Et il s'avère que ces 30 films allaient être diffusés en télé, en radio, internet et cinéma. Donc, tu dupliques le prix pour chaque... 380 €. Alors c'est pas les mêmes prix, oui, mais c'est en fonction des médias. Ouais. Okay. Donc c'est 380 € à la télé, 200 et quelques à la radio. Je sais plus combien pour le cinéma et je sais plus combien pour voilà. Donc tu fais 30 fois X, et en fait pour un truc qui m'a pris 2 secondes parce que vraiment en plus la séance a été ultra rapide. On était sur, on a fait un package, mais je crois qu'on était entre 20 et 30 000 en quelques minutes quoi. Pas mal. Voilà. Belle gosse. Mais le truc, c'est qu'après, tu peux ne plus avoir de taf pendant des mois. Donc, c'est un fantasme de se dire, waouh, il y a beaucoup d'argent. Après, là où moi, j'ai eu de la chance, c'est que je me suis retrouvée la voix de Garnier et SFR pour absolument tous les films pendant des années. Et on est sur 2 marques qui produisent énormément de films. Ça veut dire plusieurs séances par semaine. Et donc, un maintien financier assez élevé, quoi. Enfin, un bon revenu. Un bon revenu. Ouais, je pense que minimum, quand je faisais ça, je savais que j'avais minimum 5 000 € de revenus par mois. Waouh. Et ça, c'était assuré, quoi. Juste pour faire des voix. Ouais, juste pour faire des voix. Juste. Entre guillemets. Ok. Et j'aimerais bien savoir comment t'en es venu à te lancer dans l'influence beauté, parce que ça a été ton métier pendant quelques années, là, ça l'est plus maintenant. Ouais. T'es en train de switcher. Tout à fait. T'es en train de... Parce que tu es une slasheuse. Pardon, je déteste. C'est toi qui l'as dit. Je te laisse détester ce que tu dis. C'est ce terme. C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression, quand tu me l'as raconté, que t'es un peu tombé dans l'influence beauté un peu par hasard. Par accident. Mais comment ? Quid ? Alors, j'ai essayé de faire court, parce que déjà, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais c'est long. Bah oui, c'est bien, tu sais, on s'amuse bien. J'ai arrêté la musique suite à un burn-out. J'ai décidé de partir faire le tour du monde et de faire de l'image. J'avais envie de montrer aux gens que c'était facile d'aller voir les images qu'on regardait sur Internet, en fait, et d'aller les voir par ses propres yeux, avec ses propres yeux. Pendant ce tour du monde, j'ai chopé la coqueluche, j'ai été rapatriée en France. Je me faisais chier chez moi, mais je commençais à maîtriser ma caméra. Je me suis dit, c'est quand même c'est ballot de pas en faire quelque chose. Je savais me maquiller parce que j'ai fait 10 ans de scène et que par obligation, j'ai dû me challenger là-dessus. Et comme j'ai toujours un côté créatif artistique, je me suis dit, tiens, si je me peinturelurais le visage et que je faisais des superbes photos de close-up. Et j'ai commencé à faire ça et à poster ça sur les réseaux sociaux. Et ça a cartonné. À l'époque, l'algorithme d'Insta était plutôt naturel. Du coup, ça a fait qu'il y a plein de gens qui sont venus s'abonner à moi. Et en quelques mois, je pense, c'était en 2016, c'est le moment où les marques de beauté se sont dit hey, quand il y a des gens qui font des trucs avec nos produits, est-ce que ce serait pas une force de prescription dont on pourrait se servir pour communiquer sur nos produits ? Donc c'était avant l'influence finalement, enfin en tout cas que ce terme sorte du bois. Je ne sais pas d'où d'ailleurs. Ouais, c'était pile à ce moment-là même, je dirais. Et un jour, on m'a dit... on voudrait te donner 2 000 € pour faire une vidéo. Et moi, je faisais pas de vidéo à l'époque, je faisais que de la photo. Et j'ai dit, bah non. C'est-à-dire, non, pas good pour moi la vidéo. Mais si. Et on tape dans le dos. Mais si, tu vas pouvoir y arriver. D'accord. Et en même temps, je me disais, c'est ouf qu'on me donne autant d'argent pour faire un truc que je kiffe faire dans ma chambre, quoi, tu vois. Sauf que j'avais quand même un certain degré d'exigence en termes de qualité d'image. Donc, je me suis un peu challengée avec du gros matos là-dessus. J'ai fait une première vidéo
Et toutes les marques ont voulu la même chose derrière. Donc, instantanément, on m'a proposé des tas de contrats pour créer du contenu pour des marques de beauté. Et donc, je suis devenue, malgré moi, créatrice de contenu beauté comme ça. Que tu as fini par embrasser. Ah ouais, bien sûr. Oui. Du coup, oui, parce que comme je voulais plus faire de musique, ouais. Je me disais super, écoute, voilà, ça tombe bien, parce que tu savais pas ce que tu allais faire de ta vie. Très bien, tu vas faire ça. Incroyable. Voilà. T'as gagné beaucoup d'argent ? Ouais. Non. Tu me diras pas combien ? Je sais pas combien. Tu sais pas combien ? Non, je sais pas combien, parce que j'ai beaucoup dépensé. T'as quand même une idée du chiffre d'affaires que t'as fait ? Ah, des chiffres d'affaires que j'ai fait, ouais. Oui, pendant des années, oui. Pendant des années, non, parce que ça a été quand même progressif, tu vois. Et puis déjà, pour moi, je pense que en 2016, j'ai dû être payée pour la première fois au mois de juin. Et à la fin de l'année, j'avais déjà, je crois que j'avais déjà fait 40 ou 50 000 euros. Et pour moi, c'était énorme. De chiffres, donc, ouais. Le chiffre d'affaires. Ouais. Ouais, pour moi, c'était énorme. Rappelons aux gens que le chiffre d'affaires n'est pas ce que vous avez dans la poche à la fin. Ah oui, mais surtout que je me suis jamais versé de salaire, donc... Encore aujourd'hui ? Non, plus aujourd'hui. Mais je me verse toujours pas de salaire, je me verse des dividendes. Ah oui. Si vous l'avez pas, des dividendes, c'est ce que vous récupérez à la fin de votre année. Une fois que vous avez fait le bilan comptable, vous avez un résultat net qui vous permet, en gros, qui est l'argent que vous avez gagné, quoi. Les sous que vous avez gagnés, moins les dépenses que vous avez faites avec votre entreprise. Et vous payez vos impôts, 15% sur les 30 000 premiers euros, si je me trompe pas. Peut-être je suis en train de dire une connerie. Et après, c'est la flat tax, si je me trompe pas, donc c'est 30 et quelques. Sur votre résultat. Et après, sur les sous qui restent, une fois que vous avez payé vos impôts, vous pouvez ponctionner en tant qu'actionnaire des sous, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et comme j'imagine que tu es la seule actionnaire de ta boîte, tout à fait. Tu prends 100%? Pas du tout. Non. Je garde énormément de trésor. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que l'argent, pour moi, enfin... La trésor, c'est pour les gens qui l'ont pas, c'est les sous qui restent sur le compte. C'est ça que j'ai dépensé d'ailleurs cette année. C'est que je garde énormément de trésor parce que je considère que même si on est là, c'est vrai qu'on parle d'entité d'URSSAF, de taxes, bon, voilà, tu gagnes 100 euros, tu lâches 30% de flat tax, tu te sors un salaire, charge patronale, charge salariale, impôt, il te reste 27 euros à la fin. Bon, c'est vrai que quand il pense, ça fait un peu mal, mais la vérité, c'est que pour moi, l'argent, et c'est souvent, je te raconterai une histoire de bague après, tu vas voir. C'est que pour moi, l'argent, il est au service de payer mon loyer, remplir mon frigo sans me poser la question du prix de ce que je vais mettre dedans, et recréer des nouveaux projets avec cet argent. C'est la seule chose qui me fait bander, c'est d'utiliser cet argent pour d'autres projets. Ce qui fait que je me suis retrouvée il y a pas très longtemps, il y a quelques années, je rêvais d'une bague qui coûtait très cher. Enfin, selon moi, elle coûtait très cher. Cette bague, elle coûtait 1700 euros et c'était une bague en diamant de chez Mauboussin, que je ne porte pas d'ailleurs. Et je suis allée donc chez Mauboussin, je voulais vivre ce truc du luxe, moi qui vis pas du tout dans le luxe à la base, hein. Donc je voulais vivre ce truc de me faire offrir une coupe de champagne, etc. J'y suis allée avec mon assistante de l'époque et au moment où j'ai mis cette bague à mon doigt, je me suis dit mais je peux pas dépenser cette somme-là dans un truc qui sert à rien. Ça m'était impossible. Et c'est elle qui m'a dit mais attends, mais tu te rends compte que tu dépenses jamais rien pour te faire plaisir? Et c'est vrai, je ne dépense jamais rien pour me faire plaisir. Donc l'argent pour moi, il a plus de valeur dans un projet futur que dans une bague. Raison pour laquelle je garde beaucoup d'argent en trésorerie qui ensuite par des montages fiscaux me permettent de transférer sur d'autres boîtes pour des projets ou alors investir dans un truc auquel je crois. C'est plutôt comme ça que je l'utilise. Ok. Et donc t'as pas acheté cette bague? Si, je l'ai achetée quand même et je la porte même pas. Donc tu vois, je suis pas matérialiste en fait. Donc du coup, c'était un peu une validation cette bague. De me dire je peux aller dans un Mauboussin et m'acheter une bague chère. Tu peux le faire. Voilà, maintenant je sais que je peux le faire, ça m'intéresse plus. Ça t'intéresse plus? Non. Ok. Ça fait... t'as eu un accident de santé? Hein? Combien? Non. Tu parles de celui de cette année? Ouais. Qui t'a obligé à t'arrêter?
Tout à fait. Alors que tu es plutôt du genre hyperactif, si j'ai bien compris. Complètement. Donc tu as fait un AVC. Mm-hmm. C'est public, hein. Tout à fait. Tu en as parlé sur les réseaux et tout. Et cet AVC t'a obligé à ne rien faire, tout simplement, à t'arrêter. Exactement. Tu n'avais pas le choix. Oui. Sinon tu mourrais. Voilà, c'est ça. C'est Très bien. plutôt clair. Très bien résumé. Et tu disais tout à l'heure que, en fait, là, tu es en train de dépenser l'argent que tu as pu gagner ces dernières années parce que ça fait 6 mois que tu n'as pas, je te cite, rentré d'argent. Exactement. Comment tu vis le fait de ne pas rentrer d'argent là aujourd'hui depuis 6 mois? Et comment est-ce que je me demandais aussi, comment est-ce que tu te voyais? Est-ce que tu t'es vu évoluer par rapport justement au fait que tu n'es pas rentré d'argent pendant 6 mois par rapport à la Ludivine il y a 3 ans? C'était un peu difficile à admettre au début. Ça m'a fait un peu peur de ne... Alors, tu vois, c'est marrant. Tu disais, est-ce que ça te fait pas peur de manquer? Non, mais ça m'a fait peur de ne pas rentrer d'argent. Ce qui remet en question ma croyance que je pourrais toujours me démerder. Le jour où tu es en galère de santé, c'est plus la même histoire, tu vois. Néanmoins, la seule chose que je me suis dit, et je viens de te le dire, je t'ai dit, je garde ma trésorerie parce que je mets l'argent au service des projets qui me font kiffer. Et en étant malade, le seul projet qui était intéressant pour moi, c'était d'investir sur moi. Donc ne pas travailler et dépenser cet argent, entre guillemets, dans ce que coûte la vie, c'est-à-dire le loyer, le loyer, le manger, les loyers, les manger, parce que maintenant j'ai 2 maisons, les loyers, les manger et les déplacements. C'est comme quand je lâche de l'argent sur un projet, c'est comme quand j'investis dans une start-up, c'est pareil, c'est cet argent, j'ai décidé de l'investir sur moi. Et c'est marrant parce que j'ai un pote qui m'a proposé d'investir dans de l'IMO à Bali, là, récemment. Et il savait que j'avais cette trésor parce que je cherchais à l'investir. Et je lui ai répondu, bah désolé, j'ai déjà investi cet argent. Et il a fait, ah bon, sur quoi je peux savoir? Et je dis oui, sur moi, sur mon repos, sur ma santé et sur le reset dont j'ai besoin là avant de pouvoir repartir sur autre chose. C'est quoi ce reset? Tu peux en parler ou pas? Oui, je pense que je m'ennuie très vite, donc j'ai toujours beaucoup de projets différents les uns des autres, parce que j'aime bien me dire, ce matin, je vais aller parler à plein de gens, être filmée dans une émission de télé, quelque chose d'hyper social, et puis d'autres fois, j'ai envie de m'enfermer et puis de créer toute seule chez moi, ou de faire du montage, ou même juste de m'enseigner sur des trucs. J'ai besoin de ces nuances dans ma vie, c'est hyper important pour moi. Et il s'avère qu'à chaque nouvelle activité que je ramène dans ma vie, qu'elle soit scolaire ou pécuniaire, enfin pas pécuniaire, mais que ce soit un business, j'ai du mal à laisser les précédents. Et les journées ne font toujours que 24 heures. Donc à un moment, tu es quand même obligé d'épurer le truc et de renoncer à des choses. Et j'arrivais pas à le faire avant cet AVC. J'arrivais pas à lâcher des choses. C'est ça qui t'a permis de faire. Et en fait, ouais, c'est ce que cet AVC m'a offert. C'est marrant parce que c'est l'obligation d'abandonner des trucs. Mais c'est un cadeau pour quelqu'un d'hyperactif comme moi. J'en parlais avec un pote qui me disait oui, j'ai besoin de me refocus sur l'essentiel parce que je suis trop distrait et je me disperse, je m'éparpille. Et je lui disais, tu sais, je crois pas qu'un coaching sur le focus va t'aider. Moi, je pense que pour lâcher des trucs, il faut un coaching sur le deuil, en fait. Il faut qu'on apprenne à laisser partir des choses qui sont moins essentielles pour nous que les nouvelles qui nous font vraiment vibrer. Mais le problème, c'est que elles sont pas obsolètes complètement, quoi, tu vois. Mais à un moment, quand même, pour ta santé, il est important de choisir. Okay. Et c'est ça que ça m'a offert, en fait. Donc cet AVC m'a fait me dire, ok, arrête de te tenir à toutes les branches en même temps, tu sais, parce que fais-toi confiance, n'en tiens qu'une ou deux, ok? Parce que quand tu tiens toutes les branches, tu te tirailles et tu te fais mal et ton corps te dit stop. Et ensuite, puisque l'argent chez toi est au service de tes projets, si ton plus beau projet maintenant c'était toi, quoi. Ok. Donc ça c'est ton projet pour l'instant. Pour l'instant. Et t'as dépensé de l'argent parce qu'on le mentionnait tout à l'heure, mais t'as décidé d'aller au soleil. Ouais, j'ai décidé de venir m'installer en Corse. Tu sais, est-ce que t'as entendu parler de ce documentaire qui s'appelle How to Get Rich sur Netflix? Ouais. Tu sais, ce mec Ramit Sethi qui parle de vie riche. C'est la rich life, tu vois. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le plus possible sa rich life. Et c'est pas forcément en rapport avec l'argent. C'est juste, c'est quoi les trucs que tu kiffes?
dépense de l'argent un max dessus, et tous les trucs que tu kiffes pas ou qui sont un peu neutres pour toi, fais en sorte d'en dépenser le moins possible. C'est quoi ta rich life, tu crois ? C'est une vie dans un environnement avec la nature. La nature. La nature. Un climat plutôt ensoleillé, la mer très proche, du sable et du sel sur la peau, du sport en extérieur au réveil le matin, des gens détendus, une vie plus dans la nature que celle que j'avais à Paris. C'est mon vision board, c'est moi en train de prendre un café dehors 10 mois dans l'année, quoi, le matin. Et là, t'es assis sur le siège où je prends mon café tous les matins depuis 15 jours, puisque j'ai enfin sauté le pas de réaliser ce rêve. Mais comme je suis du genre à m'accrocher, enfin, je lâche pas une liane avant d'en avoir attrapé une autre, j'ai gardé mon appart à Paris, tu vois. Et ça, pour le coup, ça te coûte de l'argent. Ouais, ça me coûte de l'argent, mais c'est ok. C'est ok. Puis j'ai l'intuition quand même que les projets qui vont arriver bientôt vont m'amener à avoir besoin de ce pied-à-terre à Paris, de ce lieu de tournage que j'adore, parce que c'est un loft qui sert aussi de lieu de tournage et dont j'aime l'intérieur, même si je suis pas très à l'aise avec la vie extérieure à Paris. Donc pour le moment, c'est cool. Maintenant, si demain faut changer, on changera, tu vois. Ok. En fait, je me demandais à quel point, comment tu percevais la petite Ludivine qui a l'air d'avoir galéré à plein d'aspects, et aussi en rapport avec l'argent, aujourd'hui, et qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Change rien, ta vision était très claire, t'as pas fait comme tes ramps. C'était ça, hein. Même eux, ils sont complètement dépassés par par mon rapport j'allais te demander. À l'argent, à la vie. Ils sont dépassés, hein. Ils comprennent pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au début, quand je voulais faire de la musique, ils disaient mais la musique, on gagne pas sa vie avec ça. Ensuite, ils ont vu que ça se passait très bien, et ils ont dit ah d'accord. Ensuite, j'ai dit je vais changer, et ils se sont dit bah ok. Et puis ils voient ce qui se passe, parce que faut dire ce qui est, la création de contenu, c'est quand même un métier récent dans lequel on savait pas au début qu'on allait faire de l'argent avec. Donc et puis finalement c'est arrivé, et puis c'est bien arrivé. Donc ça m'a surprise autant que tout le monde, hein. Donc je pense qu'ils se sont dit bon bah ok. Voilà, aujourd'hui, si je leur dis je vais devenir coach, ils savent pas du tout combien ça rapporte, et ils ont full confiance, ils se disent bah ouais, go girl. Ok. Voilà. Ça me paraît fluide pour toi. C'est très fluide, ouais. C'est vrai que je pense que quand je me mets à trop réfléchir à comment je vais gagner de l'argent, la fluidité se barre et ça fonctionne pas. Donc ça ressemble beaucoup à ma vue sans lunettes. C'est par là, roule. Les lignes sont floues, mais ça a l'air d'être dans cette direction. Bah, c'est un peu pareil pour l'argent. J'y vais en me disant, bon, je sais qu'à peu près là, je voudrais m'acheter une maison qui coûte 500 000 euros. Il va me falloir 500 000 euros l'année prochaine. Je vais bien trouver un truc pour ramener 500 000, quoi. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est aussi cool que ça. Ouais. Mais plus tu mets de la friction là-dedans, moins ça marche. Comment t'as fait pour l'enlever, la friction ? Parce que je pense à tous les gens qui disent ouais, non mais c'est facile à dire je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal de l'entendre quand on n'est pas prêt à l'entendre. C'est très chiant. Comment j'ai enlevé la friction ? Mais je crois qu'il n'y en a jamais eu, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que très bonne question, regarde. Très bonne question. La réponse n'est pas la réponse. Ouh là là. Inception. C'est-à-dire que à 20 ans, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'avoir de l'argent pour payer mon loyer, remplir mon frigo, payer ma carte Orange, qui était la carte Orange à l'époque, c'est encore le cas, le Navigo. Donc, l'air de rien, si t'es pas gourmand dans une grosse baraque et que tu manges pas du caviar tous les jours, bah y a pas besoin de tant d'argent que ça. Donc tant que ça c'était coché comme case, et qu'à côté je pouvais m'acheter de temps en temps des fringues, honnêtement c'était suffisant. Et comme je n'avais pas de rêve d'avoir une belle bagnole, de faire des grands voyages à l'époque, pas du tout, parce qu'en plus comme dans la musique j'avais la chance de partir en tournée dans le monde entier, tu voyageais pas mal. Mon voyage était nourri par ça, donc je ne payais pas les voyages évidemment. Bon, même si en vrai je visitais pas les pays parce que j'avais pas le temps, mais quand même il y avait un truc de cet ordre-là. Je prenais pas de vacances, donc ça me coûtait rien. Donc finalement, la question c'est pas comment t'as enlevé la friction. La question c'est où se situe la friction. Genre, combien tu gagnes, combien tu veux gagner, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?
et de combien t'as besoin pour être heureux. Et j'ai jamais eu besoin de grand chose en vrai. Donc déjà il y a ça qui fait que ça fonctionne. Et ensuite mes envies ou mes désirs financiers pécuniers, tu vois, ils ont peut-être grandi avec mes capacités. Le jour où j'ai voulu m'acheter un piano, j'ai attendu d'avoir économisé le double du prix du piano pour être sûr de pas me retrouver sans rien. Et il n'y a pas de friction parce que entre guillemets, je pense que j'ai jamais été trop gourmande et que du coup, je me suis toujours arrangée pour avoir la juste somme et pas 100 fois plus et pas voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ouais, je vois bien. Ok. Voilà, donc là, du coup, je me permets de rêver plus grand parce que j'ai réussi à faire plus d'argent, des choses qui me semblent plus atteignables. Et finalement, quand il réfléchit bien, si c'est juste une question de taille, ça se gère exactement de la même façon que quelques euros. Oui, c'est juste de penser en multiplicateur, c'est ça ? Exactement. Le problème, c'est que souvent, dans notre tête, on a inconsciemment une limite de ce qui est cher. Bah, ça me fait penser à une anecdote. J'avais un DAF à l'époque chez Pimki, donc un directeur financier, qui était venu me dire que les ordres de grandeur, ils changeaient aussi avec l'âge. C'est-à-dire que quand t'es petit, en fait, tes parents ils vont te filer 10 francs. Moi, à l'époque, c'était 10 francs. Ou 1 euro. Ça va être énorme pour toi. Après, tu vas commencer à peut-être avoir de l'argent de poche. Ce sera peut-être 10 euros qui seront énormes pour toi. Après, tu vas commencer à bosser et tu auras peut-être un boulot étudiant. Ce sera 100 euros pour toi. Après, tu vas commencer à avoir un salaire peut-être un peu plus confortable. Ou là, 1000 euros d'un coup d'un seul, ça devient beaucoup. Ou peut-être 10 000. Et tout est une question d'ordre de grandeur, finalement. Et ça joue que dans la tête. Tu sais, j'ai lu ce livre incroyable de Joe Dispenza qui s'appelle « Rompre avec soi-même », justement là, après mon AVC. C'est excellent titre pour toi, à ce moment-là. Ouais, mais pourtant, c'était pas l'idée, parce que je trouve que le titre, il est un peu négatif. Okay. Et en fait, dedans, il t'explique que pour changer les habitudes, pour changer les patterns qui vont pas dans ta vie, comme attirer les mauvaises personnes, avoir des problèmes d'argent... Tu sais, on voit à partir d'un certain âge qu'on répète un peu des process sans le vouloir, un peu de façon inconsciente. Et on commence à se poser la question quand ça fait 4 fois qu'on attire des pervers narcissiques, par exemple, de pourquoi j'attire des pervers narcissiques. Et en fait, pour obtenir un résultat que tu n'as jamais eu, il faut accepter d'accueillir dans ta vie un truc dont tu ne sais rien. Or, la visualisation, la projection n'est faite que des expériences qu'on a déjà eues. Et lui, il dit qu'en gros, par la méditation, entre autres, ce qu'il faut, c'est être capable d'être dans l'ici et maintenant pour t'ouvrir à la surprise. Et je pense que c'est un peu un truc que j'ai toujours fait assez inconsciemment, de me laisser me faire surprendre en ayant une espèce de confiance aveugle en ce qui vient. Je dis pas que c'est le cas dans tous les domaines et que je sais le faire tous les jours de ma vie, mais je pense qu'en tout cas, dans la relation à l'argent, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est de me dire, ça va arriver, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce qui se passe autour, j'ai confiance en la vibration et à ce que ça va attirer. La vibration ? La vibration, ouais, je pense. Qu'est-ce que tu entends par la vibration ? Je pense que quand tu es dans une vibration de peur, tu vas attirer à toi les problèmes que tu redoutes. Je crois vraiment, je suis assez d'accord avec ça. Dès que tu as peur d'un truc, il finit par arriver. Ouais. Donc, parce que tu réagis toi-même en permanence au truc avec de la peur. Ouais. Et tu renvoies ça. C'est aussi surtout que tu es très attentif à... C'est que tu es très attentif aux signes qui vont confirmer, ça s'appelle un biais de confirmation, qui vont confirmer que tu avais raison d'avoir peur. Et en étant attentif à ça, tu vas toi-même créer parfois quasiment des situations qui vont valider ta pensée, quoi. Ton cerveau, ce qu'il veut, c'est pas te mettre à l'abri. Ce qu'il veut, c'est avoir raison. Tu l'as déjà fait ? De quoi ? D'attirer à toi des trucs qui te font peur. Des autoprofessions. Ouais, bien sûr, j'en ai fait plein, ouais. Moi aussi. J'en ai plein. Sinon, je pourrais pas t'en parler comme ça, bien sûr. Il est long, ce podcast. Hein. Non, ça va. C'est normal. Ok. Merci, Ludivine. Mais de rien, merci. Je mettrai tous les liens afin d'aller découvrir ton travail. Il y en a trop. Ta chaîne YouTube. On a parlé de ta vidéo YouTube sur la voix off. Ouais. Ton compte Insta. Puis d'autres trucs dont on a parlé, je sais plus. C'était cool. Merci. Des bisous. Ouais, des bisous. Strap in. You're in the race with F1 TV Premium.
see what the race director sees with Custom Multiview. Watch every jaw-dropping moment in live 4K UHD. Across up to 6 screens, uninterrupted. Experience ultimate live immersion with F1 TV Premium. Available on selected devices.